Oui, merci Nikos. Donc, on va maintenant débuter la seconde partie de notre conférence qui vous donne l'occasion de poser des questions directement à notre intervenant. On va procéder par un tour de parole. Donc, tout simplement, pour prendre la parole, je vais vous demander de m'envoyer un message privé. Comme ça, moi, je vous réactiverai votre micro et puis je vous donnerai la parole moi-même oralement. Mais donc, pour savoir que vous voulez prendre la parole, vous pouvez m'envoyer un message. En bas de votre écran, vous avez un petit onglet discussion qui est au milieu dans lequel vous pouvez envoyer un message pour Il a juste tout me appris. signaler que vous voulez prendre la parole. C'est un expert maintenant. Il a tout appris, c'est un expert. Je t'ai très mal entendu, Nikos. Je dis, il a tout appris, c'est un expert. Il sait tout. Il est enfin. Donc, vous allez en bas de votre écran, vous avez un onglet de discussion. Vous m'envoyez juste un petit message et puis vous pourrez prendre la parole. Voilà. Allez. N'hésitez pas à vous lancer. Tu sais très bien, Vanessa, que c'est toujours difficile la première question. Donc, en général, on attend un peu la première et après, on en a une dizaine en même temps. Alors, on a la première question. Je vais activer le micro. Allez, on l'entende. De Moses Nissanian. S'il arrive à l'activer, il peut le faire directement. Sinon, je suis en train de le chercher pour réactiver le micro. J'ai l'impression qu'il a activé, Moses. Ouais, je viens On va laisser la parole. On t'écoute, Moses. Bonjour. Bonjour. Alors, la question, c'est bonjour Nikos. La question, c'est pourquoi les combats ne se sont pas arrêtés au bout de 15 jours? Mais parce qu'il fallait une excuse. Au bout de 15 jours, il n'y avait pas suffisamment d'avancées. Tout simplement. Ce qui était réglé, en fait, c'est de pouvoir faire la jonction. Tant que les combats n'étaient pas arrivés à un point de maturité pour pouvoir faire la jonction avec le Nakhichevan et revendiquer ce point, eh bien, en fait, on s'est servi de la ville de Stepanakert. Stepanakert a été utilisé comme un otage. Il y a beaucoup d'Arméniens qui ont considéré que Stepanakert était sur le point de tomber. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'était de dire, ben, nous, on va faire des bombardements civils, vous aurez un coup, nous, on sera dans le coin, et évidemment, qu'est-ce qu'on a fait, nous, ben, puisqu'on est quand même des démocrates et qu'on sauve les innocents, on est allé sauver les innocents. Mais le problème, c'est que ce n'était pas leur point de vue. Ils auraient très bien pu concentrer tout leur armement sur Stepanakert et même le raser. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'il n'y a rien de prévu dans ce cadre-là. Alors qu'en fait, le retour de ces régions dont on parle maintenant, c'est effectivement les régions qui sont mentionnées dans les résolutions des Nations Unies qui ne parlent pas d'autres régions. Donc, il fallait qu'il y ait une maturité au niveau du terrain et une efficacité opérationnelle, même avec un coût énorme, parce qu'il faut bien se rendre compte, dans cette guerre, je parle surtout au défaitisme, Moses ne fait pas partie des défaitistes, dans cette guerre, en fait, on a énormément de victimes azéries, simplement, elles ne sont pas annoncées. C'est tout. Et en fait, ça, c'est déjà en fait une très grande victoire. Le fait qu'ils ne puissent pas l'annoncer, c'est une grande victoire des Arméniens. Alors, tous ceux qui me disent bah, ils étaient bien plus forts, bien plus nombreux, etc. Et oui, mais alors, tous ces gens qui sont morts. Donc, pour revenir à ta question, il fallait être sur le terrain, être assez avancé. Et ce n'est pas tellement le Kelbajar qui était le problème. C'était plutôt la partie sud, pour pouvoir revendiquer naturellement une jonction. Parce que tu peux imaginer que s'ils avaient pris, par exemple, que le Kelbajar et que Agdam et demandé une jonction par le bas, les gens lui auraient dit de quoi vous parlez, il n'y a personne là. Ils sont en fait, c'est tout arménien. Alors qu'en réalité, il y avait une possibilité de jonction en s'appuyant en même temps sur une partie, et tu sais très bien, parce qu'on a fait même des études de traité ensemble, il suffit de prendre un petit article, si on peut s'appuyer dessus, ils sont collés dessus, et ils ont fait la jonction avec l'attaque oblique par le bas. Et ça, ce n'était pas fait au bout de 15 jours. Ce qui montre que finalement, l'objectif stratégique de la Turquie, qui était la jonction, a prévalu sur les intérêts, on va dire, peut-être plus tactiques de l'Azerbaïdjan. Exactement, exactement. C'est pour ça que je parle d'une vision de point de vue azéri, qui est le point de contact avec la Turquie, parce que la Turquie, sinon, qu'est-ce qu'elle gagne? C'est juste ce corridor. Elle n'a rien d'autre à faire là-bas. Si c'est des parties isolées
et qu'il n'y a pas de connexité du point de vue topologique, la Turquie n'a aucun apport. Par contre, si elle a accès à la région, elle peut renforcer son influence. Et j'ai ça l'humour un peu de Poutine, il a dit: ah, mais vous comprenez, hein, maintenant que vous êtes parti de l'Union soviétique, c'est normal que les Turcs viennent dans le coin. Hein. Donc, on devait quasiment faire l'apologie, c'est-à-dire que ça aurait été mieux si c'était en fait avec l'Union soviétique, les Turcs ne seraient pas venus. Oui, oui. Bon, en tout cas, ça ne marche pas. Merci, monsieur Nissanian. Donc, la prochaine question à monsieur Itayan Viken. S'il peut activer son micro, s'il n'y arrive pas, qu'il me le dise. Bonsoir. Parfait. Bonsoir. J'ai une question d'un point de vue diplomatique. Je voulais savoir si vous pensiez que le gouvernement arménien aujourd'hui, il était capable de contester cette partie-là de l'accord qui, on est bien d'accord, est la plus défavorable à notre peuple, et si elle était capable de dénoncer cette partie justement qu'elle-même a signée en fait. C'est très bien. J'adore parce que c'est un peu une question vicieuse, mais vous allez voir que la réponse est encore plus vicieuse. Le gouvernement, il a tous les moyens diplomatiques pour renégocier ça parce qu'il a nettement moins de moyens diplomatiques pour refuser à l'opposition de prendre le pouvoir. Le gouvernement arménien va avoir bien plus de peur avec les Arméniens qui le contestent qu'avec les problèmes diplomatiques. Donc, il sera obligé de dire « il faut que je fasse quelque chose ». Et quand on va se rendre compte en Arménie qu'il y aura une partie de l'Arménie qu'il faudra qu'elle serve de couloir, parce que je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas compris encore, qui pensent que c'est simplement un cessez-le-feu en Artsakh. Quand ils vont vraiment comprendre qu'il va falloir donner un bout de l'Arménie, là, il va falloir que le gouvernement, d'un seul coup, trouve une idée diplomatique pour pouvoir gagner du temps, parce que sinon, ça pourrait être en fait sa dernière mesure. Et donc, c'est pour ça que je disais que la question est un peu vicieuse. Il y a la possibilité diplomatique de dire, nous, on n'est pas entré en guerre, donc on est d'accord sur le reste, parce que de toute façon, bon, il y a des restitutions, etc. Ensuite, quel est le rapport entre l'Arménie et le conflit actuel, puisque nous n'avons pas participé, pourquoi on donnerait ce bout? Il faudrait le renégocier de façon totalement différente, en disant, si nous, on veut le faire pour une certaine région, d'accord, et on pourrait même négocier pourquoi il y aurait la présence russe si nous, on garantit le passage. Ça serait intéressant aussi. Donc, du point de vue diplomatique, on a beaucoup de terrain encore à faire. Et moi, je dis simplement que le gouvernement va être plus pressé. Je le vois bien au niveau des Arméniens. Il y a plus d'Arméniens qui sont inquiets sur ce que ça va être un gouvernement, si ça va être le retour des anciens, des nouveaux, etc. Parce que bon, ça, c'est l'éternel problème en Arménie. Mais en réalité, du point de vue national, il n'y a aucune raison de faire un tel compromis. Donc, sur le point de vue diplomatique, c'est totalement ouvert. Ok, merci. Bien. Merci, Viken. Alors, la prochaine question, elle vient de Infoligeros par Nelly Caprélian. Alors, c'est un message, il me semble que c'est moi qui dois poser la question. Sinon, si Nelly veut prendre la parole. D'accord. Alors, vas-y. Je ne pense pas. Ouais, je pense que c'est à moi de poser la question, du coup. Alors, pour Nelly Caprélian, l'Azerbaïdjan peut-il forcer sa population à retourner à Souchi? Forcer, d'abord. Bon. Ou mettre en place peut-être des J'ai l'impression qu'on passe dans les questions de plus en plus vicieuses. Bien sûr que l'Azerbaïdjan, évidemment, comme c'est une forme de dictature, peut forcer les gens. Mais le problème, c'est que, vous savez, quand les gens ils ont peur, les Azéris, c'est ça le plus drôle de l'histoire. Nous, on pense sans arrêt que les Arméniens, ils ont peur des Azéris. Non, non, non. Les Arméniens, s'ils ont peur de quelqu'un, c'est peut-être des Turcs, mais pas des Azéris. Ils considèrent que c'est des Turcs de deuxième étage. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, en fait, c'est que les Azéris, ils ont peur des Arméniens parce qu'ils considèrent qu'en fait, ils sont incontrôlables. Donc, pourquoi un Azéri irait de son propre chef dans une situation si conflictuelle à Souchi, avec la présence des Russes si près de Stepanakert, pour dire quoi? Pour dire simplement pour faire plaisir à son pays? En fait, ils vont être forcés. Par contre, ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils auraient pu faire, et là c'est bien, les Russes, hein, attention, c'est qu'ils auraient pu forcer l'armée à être à Souchi. Mais forcer des civils, c'est très dur, surtout quand il y a des Russes sur place. Il faut vraiment que tout le monde soit d'accord.
Donc, si les Russes commencent à voir que les Azéris sont forcés d'y aller alors qu'ils ne veulent pas, eh bien, il va avoir encore des problèmes. Donc, en fait, c'est un problème de est-ce que c'est vivable? Et ça, c'est pas vivable parce que c'est trop près de Stepanakert. Si Stepanakert avait été prise, disons comme ça, eh bien, ils iraient à Souchy, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas. Éventuellement par des familles de mercenaires, par exemple djihadistes. On a entendu parler de ça ces derniers jours. Ils peuvent aller n'importe où, mais ça ne change rien de toute façon. Ça sera encore plus légitime de les dégommer par la suite. Ok. Je veux dire, personne ne va accuser l'Arménie si elle va ensuite entrer en conflit avec des gens qui sont des terroristes. Hein. D'accord. Ok. Merci. Alors, la question ensuite pour Chris. Donc, Chris, si tu es prêt, que tu peux allumer ton micro, est-ce que on peut t'entendre? Il est où? Je vais t'aider à allumer ton micro peut-être. Chris, Chris, demandez la réactivation du micro. Est-ce que tu nous entends, Chris? Sinon, on va passer à la question d'après. Oui, oui. Parfait. Eh bien, allez, c'est à toi. Allez, Chris. Alors, bon, ma question à Nikos. Alors, bonsoir Nikos. Bonsoir, Chris. Je vous remercie déjà de tout ce que vous faites pour nous. Voilà, je tenais à le dire. Alors, moi, ma question, voilà, c'est un petit peu à part, mais j'ai besoin de vos conseils quand même. Moi, je pars à Stepanakert ce samedi. Oui, Je vais emprunter donc fameuse route de la Chine. c'est ça. J'aurais aimé savoir s'il y a vraiment des risques, si vous avez des conseils à donner par rapport à ça. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour m'acheminer jusqu'à Stepanakert. Il y a beaucoup de personnes qui refusent, en me disant que c'est trop dangereux déjà par rapport à la route, par rapport au verglas et aussi par rapport aux mercenaires. Et à côté de ça, j'ai réussi à trouver une personne qui m'a dit que c'était pas trop mal sécurisé par les Russes. Alors, Donc, voilà. que ce soit clair. D'abord, avant que je réponde, pour pas qu'on me dise ensuite que j'incite les gens à y aller, tu vas aller à Stepanakert pour une raison qui peut être annoncée. Oui, je pars à Stepanakert. En fait, le but, ça va être, comment dire, de recenser. En fait, c'est un projet humanitaire. Mon but, ça va être de recenser les besoins. Je suis en contact avec la fameuse école de francophonie Paul-et-Loire, D'accord. qui est à Stepanakert. J'ai des contacts sur place. Nous partons un groupe de 4. Voilà. Comme moi, je parle avec différentes personnes, il faut toujours que je m'informe. Si c'est dans un cadre totalement humanitaire, tu y vas, même les yeux fermés. Ah oui, oui, c'est purement humanitaire. C'est ni politique, ni quoi que ce soit. Tu vas, de toute façon, c'est totalement garanti. Les gens qui te disent que ce n'est pas sécurisé, c'est simplement des poules mouillées, alors tu leur diras de ma part. D'accord. Par contre, si tu fais autre chose que de l'humanitaire, après, c'est d'autres questions, mais ça, on n'en parlera pas ici. Non, non, en fait, mon but, ça va être de ramener. En fait, j'ai une liste, si vous voulez, de 21 familles de Chouchi. Mon but, ça va être de parrainer ces familles. Je suis en train de monter un projet pour faire un parrainage de familles de Chouchi pour les reloger à Stepanakert, pour justement ne pas vider l'Artsar de sa population. Aujourd'hui, mon combat va être axé là-dessus, sur garder la population de l'Artsar, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Alors, attention, attention. Il faut bien se mettre d'accord hein, par rapport à ce que je disais. Donc, je pense que tu as suivi toute la conférence. Moi, je trouve que les gens de Souchy sont bien à Souchy. Évidemment, moi aussi, mais pour l'instant, on ne sait pas le statut. Enfin, pour l'instant, Chouchi n'est plus, hein, malheureusement. Non, 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 attention, il faut se mettre d'accord là-dessus. Il faut faire attention entre l'aide humanitaire et aider quelqu'un à partir d'un endroit. Ben, nous, on nous a fait une demande pour des familles qui ont besoin d'être relogées, peut-être temporairement, jusqu'à qu'elles retournent à Chouchi. Parce que moi aussi, j'espère de tout cœur et j'y crois, j'ai envie d'y croire, D'accord, qu'on d'accord. récupérera Chouchi. Avant de faire ça, tu sais dans quel état, par exemple, est leur demeure, leur habitation à Souchy de ces familles? Ils ne le savent même pas eux-mêmes. Ah, ben moi, je trouve que dans ton étude, tu devrais regarder d'abord dans quel état sont les habitations hein, avant de les envoyer ailleurs. Parce que Souchy, ce n'est pas Azeri, hein, ça sera les Russes. Ben, j'espère bien, je l'espère bien. Donc, ce serait bien que tu t'informes et puis on se tient au courant via Ovanes sans doute
tiens-moi au courant pour ces familles, mais dis-moi dans quel état sont leurs habitations. Hein. Il faut toujours faire attention dans le cadre des revendications humanitaires, de ne pas suraider quelqu'un qui, finalement, si tu l'aidais à rester, il serait resté. C'est pour ça que là, on part en éclaireur, en tant qu'éclaireur. Ça va être, Moi, comment dire, on va. mais je déteste les décisions qui peuvent être définitives. Parce que tu sais, les décisions provisoires, tu saches qu'en gros, tous les Arméniens avec qui on parle maintenant, là, eh bien, ils sont des descendants d'Arméniens qui ont pris des décisions provisoires. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, Donc, dans un premier temps, je vais partir en tant qu'éclaireur. Mon but, ça va être vraiment de référencer ces familles. Je vais les rencontrer. Alors, il y a des familles qui ont besoin de médicaments, des médicaments précis que je vais leur apporter qu'ils ne trouvent pas sur place. Ça me semble en tout cas, pour ta première question, il faut faire. Ton objectif, il faut qu'il soit un peu différent. Et d'abord avoir ce qu'on appelle une autopsie locale, voir ce qui se passe et ensuite prendre des décisions sur le plan stratégique. Mais simplement un déplacement, pour moi, si tu veux, du point de vue stratégique, c'est la différence entre encourager et aider. Donc moi, je veux que tu ailles là-bas pour les encourager, pas simplement les aider. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'y vais, hein, parce que je ne pouvais pas rester sur place, ce n'était pas prévu que… Je me dis, si chaque personne se bouge et chaque personne fait l'effort d'y aller, ils vont comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ça, c'est important. C'est clair, c'est clair. Je suis entièrement Et d'accord. on ne peut pas les laisser tout seuls. Moi, je vous dis, j'ai ma femme qui est enceinte, j'ai un petit qui est à la maison, je prends le risque, j'y vais, parce qu'il faut le faire. Sinon, qui va le faire? Je connais d'autres personnes qui y sont allées, qui sont restées à Yerevan, mais ce n'est pas possible. Il faut aller à Stepanakert. Il faut montrer que la population est toujours là. Et le but, c'est vraiment que la population de l'Artsar ne se vide pas. Parce que sinon, on a tout perdu. S'il n'y a plus personne pour rester, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, On abandonne les terres. et tu pourras le dire aussi à ta femme, de toute façon, ce qui est préconisé, tu l'as vu, on l'a lu ensemble, le retour des déplacés intérieurs et aussi de ce qui se passe au niveau des réfugiés. Donc, en fait, le cessez-le-feu ne prévoit pas l'évacuation de l'Artsakh. Donc, toi, tu es dans ton droit de faire ce que tu fais. Bien sûr. Mais c'est pour ça, c'est eux-mêmes qui commencent à partir et ils partent de eux-mêmes. Il faut leur faire comprendre qu'on va être là pour les aider à rester. Il faut qu'ils restent. Nous sommes tout à fait d'accord, Chris. Tout à fait d'accord. Merci, Allez. Chris. On va passer à la question d'après. Donc, je vais laisser le micro. Rafi Krikorian, si vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît. Allez, où il est? C'est parti. Bonsoir, Nikos. Merci, Ovannes, de ton initiative. Nikos, bonsoir. C'est toujours avec plaisir d'écouter. Un plaisir partagé, ne t'inquiète pas. Bon, alors rapidement, en fait, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit Movses. Oui. Et comme tu nous as parlé effectivement un petit peu de points techniques, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les termes du traité de Moscou de 1921 et savoir finalement si on ne se retrouve pas avec notre président Poutine dans la continuité de ce traité russo-turc? En fait, on n'est pas dans ce cadre-là, d'accord? Donc d'abord, le traité de Moscou, ça va influencer évidemment le traité de Kars. Ouais. On n'est pas dans un objectif de ce type. Comment ça marche ce truc? On n'a pas les mêmes points de vue. Par exemple, le Nakhichevan ne résulte pas comme ça. N'oublie pas qu'une partie de l'Azerbaïdjan, en fait, était considérée comme le Kurdistan rouge. Et en fait, ce n'est pas du tout comparable. Donc, en fait, il ne faut pas faire de parallèle par rapport à ça. Et ça, c'est un objectif quand même qui est récent. La politique à l'époque de Moscou, c'est une politique essentiellement idéologique, comme tu le sais très bien. C'est le problème qu'on va avoir avec le traité de Kars. En fait, le premier point qu'il faut avoir en tête, c'est que le traité de Moscou et le traité de Kars sont là pour défoncer le traité de Sèvres.
ici, on a une technique qui est différente parce qu'en fait, ils n'osent pas aller à l'encontre du traité de Versailles. Donc, ils se disent, on va taper sur le traité de Sèvres, ça va conduire, et ils ont eu raison finalement, on le voit bien, parce que ça a conduit en fait au traité de Lausanne. Mais là, ici, notre problématique est différente. Ici, en fait, on a une réactivation à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, là maintenant, la Turquie va avoir une sorte de passerelle en Azerbaïdjan qu'elle n'a jamais eue. Donc, en fait, on a un point de vue qui est différent parce que la création, d'abord, on a vraiment le passage soviétique qui est différent. Mais évidemment, tu vas me dire, Poutine, est-ce qu'il est vraiment pas du tout soviétique? Bon. Alors, il y en a qui pensent qu'en fait, c'est un défenseur des croyants. Je pense qu'il devrait se mettre un peu à la page de ces croyants qui croient ça parce que quand tu es directeur du KGB, il y a des choses qui ne changent pas. Tu sais, des fois, on le dit pour la CIA, on dit si tu es rentré une fois à la CIA, tu ne ressors plus de la CIA. Même mort, tu ne ressors plus de la CIA. Alors, c'est pareil pour le KGB, mais bon, ça ne fait rien. Alors, donc, pour revenir à ta question, ne fais pas de parallèle, ce n'est pas un équivalent. Je comprends que tu veux le dire du point de vue politique et diplomatique. En gros, en fait, ils ont accepté que les Turcs soient plus près, mais je pense que la problématique est un peu différente et on le voit bien comment il l'a dit, Poutine. Il a dit, vous ne vouliez plus être dans le coin, c'est votre problème. Moi, je continue à être le protecteur de l'Arménie d'Arménie. L'Artsakh, c'est votre problème. Eh bien, là, c'est un problème parce que, tu vois, si on y avait bien réfléchi, et pourtant, on en a parlé déjà ensemble, et tu sais très bien ma position là-dessus, je ne vois pas qu'est-ce qui nous empêchait de nous unir, qu'est-ce qui nous empêchait de reconnaître, qu'est-ce qu'on aurait fait de pire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et malheureusement, on en est au stade où, dans la partie arménienne, on disait on va surtout pas reconnaître la République d'Artsakh parce que on va nous traiter de provocateurs. Oh. Tu vois le niveau? Je vois très bien le niveau, mais moi j'aurais bien aimé être traité de provocateur en étant uni avec l'Artsakh. Et quand après j'aurais fait un traité avec la Russie de protection, j'aurais bien mis dans le traité de protection la protection de l'Artsakh. Parce que qu'est-ce qu'elle aurait fait la Russie? Elle aurait fait un traité où elle aurait dit bon, vous êtes unis, mais moi je protégerai que ce bout. Eh bien, on n'aurait pas signé le traité. La présence en fait russe, elle est cohérente, elle n'est pas incohérente. Le problème, c'est que là, c'est du genre, si vous ne voulez pas être avec nous, eh ben, vous aurez des problèmes avec les Turcs. Et, alors, d'un autre côté, quand tu reprends les 9 points, effectivement, comme tu as repris là tout à l'heure, oui, de cet accord. tu veux que je les remontre quelque chose? Pardon? Je peux les remontrer pendant que tu demandes ça, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Donc, est-ce que finalement, ça n'entérine pas quand même l'arménité de la zone Artsakh? Est-ce que Poutine, en faisant ça, par deux points, donc non seulement il entérine la présence, enfin l'arménité de cette zone, et puis d'un autre côté, il coupe, ou je ne peux plus dire il renfreine, mais il coupe les velléités de l'Azerbaïdjan sur cette zone aussi, en disant tu ne l'as jamais administré, et je suis là, moi, et tu ne l'administreras, tu ne la contrôleras jamais. Oui, je comprends bien ce que tu veux dire, mais en fait, tu es en train de parler quand même de quelque chose qui n'est plus l'Artsakh, qui est simplement une toute petite partie du Haut-Karabakh. Du Haut-Karabakh, oui, mais comme, bon, alors c'est vrai, on ne va pas se laisser emporter, mais comme on demande tous pour la sécurité et la paix dans la région et jusque chez nous, la reconnaissance de l'Artsakh, la reconnaissance de l'Artsakh, elle veut dire au niveau des traités, au niveau du droit international, c'est reconnaître en fait le référendum de 91. Correct. Donc le référendum de 91, c'est l'Artsakh, où il y a même les régions de Shahoumian, par exemple, dans le nord. Tu sais, tu parlais de Kelbadjar, mais… D'accord, mais tu remarques quand même que les résolutions des Nations Unies qui sont postérieures ne font aucune mention à ce référendum. Oui, mais la reconnaissance, quand tu dois reconnaître
quand on demande la reconnaissance de l'Artsakh, du Karabakh ou du Haut-Karabakh, dans tous les cas, c'est la reconnaissance du référendum qui a eu lieu, puisque le référendum a suivi le processus démocratique et légal non seulement de l'Union soviétique. La seule chose qu'il fait, en fait, c'est de dire Stepanakert est arménien. Donc, c'est ça que tu veux dire par entériner. Et moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, il ne peut pas leur dire, eh bien, reprenez tout et tout sera l'Azerbaïdjan. Non, on est d'accord. Alors, si c'est le point de vue positif que tu veux voir, je suis d'accord. Mais en fait, le problème, c'est que ça va dans le sens de l'erreur arménienne. À savoir que l'Artsakh, finalement, c'est Stepanakert. Et non, justement, moi… Il y en a souvent qui sont dans ce cadre-là, ils considèrent que tout est à Stepanakert. Donc, allez jusqu'à Souchi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en gros… Non, tu descends jusqu'à Hadrout, au moins. Mais moi, bien sûr que moi, je descends même plus bas. C'est pas ça que je te dis. Je te dis qu'en fait, une grande majorité se dit, eh bien, c'est là qu'on est, c'est Stepanakert. Donc, si Stepanakert est tranquille et un peu dans sa région, si les Russes sont d'accord avec ça, ben, nous, on est d'accord. Mais ça sera quoi alors? Ça sera le gouvernement de Stepanakert? Mais moi, je te suis complètement parce qu'en fait, on n'a pas conscience, mais l'Artsakh, c'est l'Arménie, c'est la vision de l'Arménie en plus petit. Tu es en train de nous parler de Stepanakert, voilà, Stepanakert, l'arménienne, mais c'est exactement cet îlot que représente actuellement la République d'Arménie dans toute cette région. C'est un petit îlot. Je suis d'accord. Mais donc, mon point de vue, pour prendre les problèmes de façon plus nette, on a travaillé sur un problème de connexité. L'Arménie, c'était en fait un pays avec un contact avec 3 mers. C'est devenu un pays sans aucun contact maritime et c'est un point isolé. Maintenant, en fait, ce qu'ils ont voulu, c'est avoir un point isolé par rapport à l'Artsakh. Moi, ce que je vois, c'est que même les Azéris, ils ne sont pas allés jusqu'à fermer la tenaille. Donc, en fait, ils ont laissé un point de contact parce qu'ils savent très bien, et ça, rien, on peut changer, c'est que là-bas, c'est arménien. Donc, en fait, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en fait, ils n'ont pas envie. C'est pareil, tu sais, il y a des régions de Turquie où il n'y a pas un Turc. Et ça se voit, en fait, au niveau des élections, d'accord? Bon, quand moi, je vais les élections et je vois que le parti du Kurdistan, il est à plus de 70%, tu as compris qu'il n'y a pas un Turc dans le coin. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est que même les Azéris, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin dans cette région. Mais là où ils savaient qu'ils pouvaient aller, c'est faire la jonction avec le Nakhichevan et se retrouver dans un état où, grâce à la pression sur Stepanakert en tant que ville otage et sur Souchi, comme dirait Chris, eh bien, c'est se dire, si vous continuez à ne pas nous laisser le passage, nous, on va continuer. Mais le problème, c'est que le passage, ça veut simplement dire qu'au niveau des négociations, ils ont certainement parlé avec des Arméniens qui leur ont dit bon, pour le corridor, c'est bon. Hein. Et oui. Donc, tu sais, s'ils avaient eu dès le départ une opinion des Arméniens qui aurait dit les Arméniens, vous pouvez faire disparaître l'Artsakh entier, corridor, vous n'aurez pas. Ah, mais on se retrouve dans la même situation qu'en 93. Voilà. À l'époque oui, tu dois avoir des gens qui ont dû dire bon, bah, on n'a qu'à donner le corridor. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, les Arméniens qui sont dans cette fausse négociation, c'est que les Turcs et les Azéris, ils sont de l'expansion. Donc, si tu leur donnes un corridor, ils auront besoin de 2 corridors. Si tu leur donnes 2 corridors, ils auront besoin d'un district. Si tu leur donnes un district, ils auront besoin d'une autonomie. Ils ne s'arrêtent jamais. Donc, il fallait dès le départ leur dire, nous, et on a eu cette question précédemment, il faut négocier pour cette histoire de couloir. Le corridor, il ne faut pas le laisser mettre en place sous prétexte qu'on a des problèmes. La situation maintenant, comme elle est stabilisée, Rafi, avec les Russes, les Arméniens, ils peuvent dire, OK, c'est stabilisé là-bas, nous, on ne vous donne pas le couloir, vous faites quoi? Vous allez bombarder les Russes à Souchi? Il faut les utiliser. Les amis, quand ils sont tout à côté de toi, tu sais pourquoi ils sont bien, les amis, quand ils sont tout à côté de toi? Parce que quand ils sont à côté de la cible, il faut qu'ils protègent leur cul. C'est ça. Les amis, ils sont sympas quand ils sont tout près.
S'ils sont un peu plus loin, ils vont d'abord protéger le leur et après le tien. Donc, un ami, il faut l'avoir de très, très près, surtout en géopolitique. Tu vois comment je me rapproche de toi? Oui, mais ne fais pas ça pour une ouverture. On va passer à une autre question. Merci. Merci, Ovanes. Merci, Rafi. Alors, on a énormément de questions. On va essayer d'être bref, vous, dans vos questions, et puis M. Ligéros dans ses réponses. Si vraiment le temps est compté, vous inquiétez pas, vos questions, on les enverra à M. Ligéros. Il nous répondra, on vous les transmettra. Donc, on va continuer ce tour de parole avec Rafi Yeramian. Alors, c'est un autre Rafi, alors. Un autre Rafi. Monsieur Yeramian, est-ce que vous nous entendez? Vous arrivez à activer votre micro? Sinon, tu les aides. C'est ce que je vais faire. Il m'a dit qu'il était un spécialiste, Monsieur Yeramian, de Zoom. Donc, Un spécialiste de Zoom, d'accord, très bien. Est-ce que, sinon, on va revenir après. Monsieur Yeramian, il n'est pas là. On va voir. On a Monsieur. Alors, on va revenir à Monsieur Yeramian après. D'accord. Vu qu'il ne répond pas, on va passer à Monsieur Bagdasarian. S'il vous plaît, si vous pouvez activer votre micro, je vais vous aider. Oui, oui. Oui, tu peux poser ta question, Mèche. Oui, très bien, merci beaucoup. En fait, j'aimerais savoir comment c'est possible que certains civils arméniens et même certains militaires soient d'accord avec la signature de Nicole Pachinian. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais je ne la considère même pas comme vicieuse. Je pense qu'il y en a qui sont d'accord parce qu'ils regardent plus des problèmes de gouvernement que des problèmes de nation. Oui. Et donc, c'est des problèmes plus partisans que national. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez là, je pense que nous, on a un point de vue national. On est en train de parler de la nation et de l'arménité. Et moi, ce genre de choses du genre, est-ce que le gouvernement risque de tomber s'il fait ça? Est-ce que ça sera l'opposition? Moi, je m'en fiche complètement du gouvernement arménien et je m'en fiche complètement de l'opposition. Moi, ce qui m'importe, c'est l'arménité. Donc, quand quelqu'un veut m'effacer l'arménité du coin et l'autre se dit simplement est-ce qu'on va perdre le gouvernement? Mais qu'on le perde le gouvernement, si le gouvernement suivant va dire non. Bon, je n'ai pas de problème, moi. Donc, il faut vraiment regarder ça en termes de nation. OK. Donc, on est d'accord. Très bien, merci. Merci, Mèche. On va peut-être revenir à Monsieur Yeramian. Je me semble vous avoir vu. Est-ce que vous voulez poser votre question? J'ai un souci. On vous entend si Désolé. vous voulez poser votre question. Pardon? On vous entend si vous voulez poser votre question. Ah, d'accord, excusez-moi. Donc, ça revient à peu près à ce qu'on disait. Oui. Le cessez-le-feu signé par un pays qui n'est pas concerné par la guerre, il n'y a qu'une valeur juridique. On est d'accord? Nous sommes entièrement d'accord, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Donc, le Parlement peut remettre en question totalement ce cessez-le-feu. Complètement. Donc voilà quoi. Pour nous, c'est un cessez-le-feu. On peut considérer que nous n'a pas perdu les territoires. De toute façon, les territoires ne sont perdus que par un traité de paix, pas par un cessez-le-feu. Donc, à partir du moment où on n'est pas rentré dans un cadre de négociation pour un traité de paix, enfin, peut-être qu'on est rentré, qu'on ne sait pas tout, hein, et ça c'est encore le problème. Mais en tout cas, c'est maintenant que ceux qui croient en l'arménité qui doivent résister pour qu'on ne se retrouve pas avec un traité de paix. Ah, mais éteins l'ordi, je crois que tu viens de l'allumer. Non? Ah non, c'est bon. Non, on est d'accord, D'accord. On est d'accord. Merci, Monsieur Yeramian. On va passer à la question suivante. Monsieur Vartan, vous avez une question à poser? Je vais vous allumer votre micro, sinon si vous y arrivez, vous pouvez le faire. Monsieur Vartan, pour votre question. Oui, bonjour. Je vous laisse la parole. Bonjour. Allez-y. Vous m'entendez, c'est bon? Très bien. On vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. En fait, c'était principalement une remarque par rapport aux résolutions des Nations Unies dont vous parliez, oui, et sur lesquelles semble s'appuyer l'Azerbaïdjan. Oui. Enfin, et du coup, ces résolutions… Je peux vous dire de façon in vivo que c'est des références clés de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Paris. Oui. Et justement, en fait, ces résolutions, elles mentionnent uniquement les régions qui entourent l'Artsakh et pas l'Artsakh lui-même. Du coup, c'est plutôt injustifié de la part de l'Azerbaïdjan de rentrer sur les territoires. Non, alors pour Vartan, non, ce n'est pas exactement ça. D'abord,
il n'y a pas de référence à l'Artsakh. Il y a des références qu'au Haut-Karabakh. Et ça mentionne en fait les territoires qui sont considérés comme en dehors de la partie autonome. Donc, effectivement, mais de toute façon, la partie Agdam, ce n'était pas une partie qui est considérée dans l'autonomie. Hein. Donc, la partie Kelbajar, Agdam et même la partie sud, ce n'est pas des références à l'autonomie. Donc, effectivement, et ça va un peu dans le sens de la question de Rafi, en fait, ils sont en train de dire ça, c'est arménien, mais pas au-dessus et ni en dessous. Et donc, en fait, ce n'est pas non plus complètement azéri. Et je pense que c'est ça qu'il voulait dire tout à l'heure, Rafi, avec entériner l'aspect de l'arménité. Mais il le dit toujours de façon, je sais, il est toujours comme ça. Mais en tout cas, je le suis. Mais on est d'accord. Mais là, en fait, les résolutions, elles font référence à des parties qui sont à restituer. Et là où on voit comment ils ont joué les Azéris, c'est qu'ils ont joué par le bas pour pouvoir être en jonction et en connexité avec les parties qui sont mentionnées dans les résolutions. Mais ils ne sont pas allés au-delà, ils n'ont pas demandé quoi que ce soit d'autre. Par contre, ils ont bombardé à des endroits où c'était inadmissible. Mais ça, c'était une façon de faire, parce que les Arméniens sont quand même des protecteurs d'innocents. L'idée, c'était de dire, si je fais énormément de pression, et moi j'ai bien vu le changement de phase dans la guerre, je pense que vous l'avez vu tous, à partir du moment où on a commencé à vraiment bombarder Stepanakert, on ne parlait plus d'un conflit analogue à avant. On a commencé à comprendre que quelque chose tournait mal. Parce que tant que c'était à la frontière et tant que nos morts étaient simplement des militaires, tout le monde considère que c'est à peu près, entre guillemets, naturel. Quand ça commence à être des morts civiles en pleine ville où il n'y a pas d'armement, on comprend bien que ça a été utilisé de cette façon. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que les analyses, même arméniennes, c'était jamais de dire que c'était une ville otage, mais que c'était une ville cible. Et ça, c'est une erreur stratégique au niveau de l'analyse. Il fallait comprendre tout de suite qu'ils vont faire ça. Par exemple, je vous dis un exemple, si vous comprenez que c'est une ville otage, vous videz la ville et vous continuez le combat sur les boucliers. Par contre, si c'est une ville cible, évidemment, vous ne la videz pas. Mais là, le problème, c'est que c'était interprété de cette façon. Et la preuve, c'est qu'ils ne demandent même pas à être à Stepanakert. Par contre, ils ont bombardé. Donc, la question que pourrait se poser, comme le deuxième monsieur précédemment, c'est pourquoi avoir accepté de tomber sous la pression d'une ville otage alors qu'on n'est jamais allé l'aider de façon militaire et qu'on est prêt à donner un corridor pour ne pas avoir d'autres problèmes à Stepanakert. Ce n'est pas très cohérent, ça. Oui, surtout que Stepanakert, Chouchi et ces autres villes ne font pas partie des résolutions de l'ONU, en fait. C'est surtout là où je voulais en venir. J'ai bien compris votre point de vue et vous avez absolument raison, mais il faut bien se rendre compte qu'ils ont simplement tapé sur ces villes otages, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas tellement de problèmes, même avec Chouchi, en gardant les Russes, mais simplement, on aurait pu le faire autrement. Moi, oui, c'était un moyen de pression, en fait, pour eux. Voilà, j'aurais pu dire aux Russes, écoutez, si vous avez envie de faire un tour à Stepanakert, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de faire un tour à Souchi, vous êtes les bienvenus. Et puis après, j'aurais bien vu s'ils continuent à bombarder. Simplement, nous, on ne les a pas invités avant. Ils se sont invités tout seuls après. OK. Voilà. Merci. Martin. Rien. Alors, la question suivante, est-ce que monsieur Alain nous entend et peut activer son micro? Alain. Monsieur Alain Edjmessian. Vous pouvez prendre la parole, hein? Il a activé le micro, mais on n'entend pas. Monsieur Alain, du coup, j'ai votre question sous les yeux. Je vais peut-être la poser pour vous. Oui, ça y est. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Alain. J'avais en fait deux questions. La première, elle a été déjà un petit peu abordée. Ça concernait le repeuplement par des djihadistes syriens remontés de la frontière de Cilicie, de la Turquie, pour repeupler sur la pression des Turcs. Ça, c'était la première question. Oui. Et la deuxième question… Mais on est d'accord que de toute façon, pour être encore plus clair, puisque je vois que vous faites quand même référence à ça, les djihadistes, ce n'est pas des gens qui s'installent dans des maisons.
c'est des gens qui sont au combat, parce que c'est ça le djihad. Donc, en fait, ce n'est pas à des gens comme ça qu'on va dire installez-vous dans des maisons et ne bougez plus. Par contre, si on leur dit il faut faire évoluer le front, la ligne de front, évidemment, ils le feront. Donc, ce que je veux dire, c'est que soit on met des Azéris et les Azéris, ils auront peur, soit on met des djihadistes, mais les djihadistes, ils n'ont pas envie de faire ça et on n'a pas envie de payer des mercenaires simplement pour rester dans une maison. Les mercenaires, on en a besoin pour aller au casse-pipe, pour éviter d'avoir les nôtres. Et les mercenaires, s'ils sont payés avec leur salaire, c'est parce qu'ils vont au casse-pipe armé et pas simplement pour rester dans une maison. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que si on continue à les payer, pour qu'ils créent des troubles dans la région, qui va les en empêcher? Les Russes? Oui, mais qui c'est qui va les payer? La Turquie. Avec sa lire? Il va avoir des problèmes. Aliyev. Aliyev, c'est plus possible, mais Aliyev, il aurait quand même vraiment du mal à jouer tout seul parce que dès que les gens vont comprendre que c'est Aliyev qui les paye, ça sera une bonne raison pour les virer. Tant que c'est la Turquie, et la Turquie, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en Syrie, en Irak, elle a arrêté de les payer, en Libye, elle a arrêté de payer, et les salaires diminuent de plus en plus parce qu'elle ne peut pas les soutenir. Hein. Alors, la deuxième question, elle concernait plus les négociations qui vont avoir lieu ou qui sont déjà en cours. C'est aujourd'hui, le gouvernement arménien, il est un peu sur la sellette, on est d'accord? Oui. Quelle est sa force vis-à-vis des Russes? Parce que c'est avec les Russes qu'ils vont négocier globalement. Les négociations vont se faire avec les Russes. Et quel peut être l'impact des nations européennes et du reste du groupe de Minsk, c'est-à-dire les États-Unis et la France? À partir du moment où on reste dans le cadre des résolutions des Nations Unies, il faut bien vous rendre compte que la résolution 884, elle a été votée à l'unanimité par 15 pays. Bon. Donc, à partir du moment où on reste dans ce cadre-là, il n'y aura pas vraiment de changement. Au niveau des négociations, ce n'est pas tellement avec la Russie qu'on négocie. La Russie, si on lui disait, par exemple, on te laisse le libre champ dans le coin à condition que tu vires les Turcs, ils n'auraient aucun problème à virer les Turcs. Le problème, c'est la différence, c'est que les Azéris, c'est quand même des Turcs, les Turcs qui vont jouer là-dessus. Et à partir du moment où les Arméniens vont dire on pourrait laisser un corridor, c'est en gros, c'est comme si les Arméniens disaient aux Turcs venez passer par là. Eh bien ça, l'Arménité, elle le sait, c'est une erreur stratégique. Donc maintenant, si le gouvernement ne le sait pas, eh bien, il faut prendre le suivant qui le saura. Donc si le gouvernement change de point de vue et se met dans un cadre, ça ne me dérange pas qu'ils soient russophiles, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire mieux dans le coin. Au niveau des États européens, les États européens, ils vont aller dans le même sens. Donc, par contre, si on sent que les Arméniens ils sont prêts à faire des concessions avec la Turquie, alors là, les États européens s'en foutront totalement. Ils diront, si vous êtes arrivé à ce stade-là, ce n'est même pas la peine d'en parler. Donc, il faut à tout prix montrer la pugnacité de l'arménité. Et ça, c'est quand même à nous de le faire et pas d'attendre des autres. Mais les Russes, je dis encore, il faut les avoir de très près. C'est comme ça, les amis, dans ce cadre-là. Il faut qu'ils aient des intérêts cruciaux qui soient cohérents avec la politique de la Russie. Donc la Russie, elle veut que le Caucase soit son jardin. Si maintenant quelqu'un veut rentrer dans ce jardin et c'est la Turquie, ça, la Russie, elle n'aime pas trop. Si maintenant elle rentre juste un peu avec un corridor, et ça permet à la Russie d'être totalement en place, ça l'arrange. D'accord, merci. Voilà. Merci, monsieur Alain. Merci, monsieur Alain. Donc, la question suivante pour monsieur Florent Divardian. Si vous pouvez mettre votre micro en marche. Vous m'entendez, monsieur Florent? Oui, je vous entends. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour monsieur Ligéros, merci pour l'intervention factuelle et très précise, notamment la relecture du cessez-le-feu qui est éclairante. Au vu de votre analyse et au vu de ce qu'on connaît de la situation militaire sur le terrain, cette signature, elle apparaît presque plus comme une défaite diplomatique que comme une défaite militaire, ou du moins comme une double peine. Entièrement d'accord. Et donc, si on se met dans ce prisme, comment est-ce qu'on peut essayer d'objectiver les arguments potentiels qui auraient pu être celui du Premier ministre au moment de signer, s'il y en a, des arguments tangibles,
Et s'il n'en a pas vraiment, est-ce que c'est une signature responsable? Si on considère que ce n'est pas une signature responsable, notamment avec votre argument du fait que Stepanakert n'était pas une ville cible, mais une ville otage, Oui. est-ce qu'il n'est pas simplement en train de faire dans l'émotion en disant j'ai sauvé la vie de tant de soldats, mais bon, c'est la guerre, en sachant que la nouvelle situation, à long terme économiquement, elle sera peut-être autant mortifère que des vies humaines sur le terrain. Alors, comment faire pour renégocier? Comment est-ce qu'il peut être en mesure de force? Ou est-ce qu'il en a envie? Je ne dis pas ce gouvernement, parce que ce n'est pas tout le gouvernement qui a signé. Ce Premier ministre, est-ce qu'il est crédible ou pas? Et s'il ne l'est pas, comment faire pour arriver à parler de ce sujet sans rentrer dans des clivages de politique interne? Ah, mais vous avez gardé le pire pour la fin. Parce que justement, c'est ça la solution. Vous voyez? Est-ce qu'on revoit mon écran? Oui. Alors, je sais que Ovanès va s'énerver parce qu'il dit, oh là là, s'il prend l'écran, ça veut dire qu'il va vraiment répondre. Alors, donc en fait, on parle avant tout d'une défaite militaire, c'est faux. Maintenant, vous avez dit en fait que c'est une défaite diplomatique. Ce n'est pas tout à fait ça, en fait. C'est une défaite politique. Et donc, en fait, vous vous êtes bien rendu compte au fur et à mesure de l'évolution de votre question que finalement, vous avez abouti ici. Moi, à partir du moment où on considère que c'est une défaite politique, c'est très simple, je change de politique. Et donc, je reviens en négociation diplomatique et dans un positionnement militaire à partir du moment où j'ai justement un problème de crédibilité. Comment un personnage politique qui appartient à un État qui n'est même pas entré en guerre peut signer un cessez-le-feu de la part de l'Artsakh qu'il n'a jamais soutenu. Donc, quand on dit, par exemple, on a sauvé les militaires, exactement, c'est vraiment dans l'émotion. Personne en Artsakh ne leur a demandé de faire ça. Et si vraiment ils voulaient le faire en Artsakh, alors ils auraient dû le faire localement, dire, bon, ben, nous, on laisse tomber, on n'en peut plus, on a trop de morts. Ça n'a pas été fait comme ça. En fait, on avait déjà une pression au niveau politique. Et vous savez, je vais vous dire une autre chose entre nous. Moi, je fais beaucoup confiance aux femmes, un peu moins aux hommes. Par contre, quand je vois qu'un homme est capable de signer un tel texte et ensuite je vois des messages de sa femme en disant c'est pas si grave, eh bien, moi, je préfère avoir des messages de sa femme qui disent que c'est très grave et avoir son mari qui ne signe pas. Donc, la question à votre réponse est très simple. C'est au niveau politique le problème. Donc, en fait, si vraiment un État-nation, l'Arménie et l'État-nation, par son extension avec l'Artsakh, comprend que c'était non crédible, inadmissible sur le plan national de signer ce point, alors c'est très simple, on change de Premier ministre ou on change de gouvernement ou le gouvernement fait un remaniement et il dit « moi je ne peux pas signer ça ». Maintenant, ça ne veut pas dire que ça change la nature du cessez-le-feu en Artsakh, mais par contre, pour revenir sur le point technique de votre question, c'est pourquoi accepter le corridor. Et je crois qu'il faut revenir sur un positionnement politique en disant est-ce que c'est vrai que l'Assemblée, le Parlement, veut donner un corridor aux Azéris? Parce que maintenant, il n'y a plus l'excuse qu'on est en otage. Les Russes sont déjà là. Ce que je veux dire, c'est que ce que je disais dans mon analyse, c'est que les Russes, s'ils avaient été là dès le début, on n'en serait pas à ce stade-là. Donc maintenant qu'ils y sont, est-ce que la situation peut s'empirer? Non. Alors, est-ce que la position peut être modifiée? Oui. Merci pour votre réponse. Merci bien. Merci, Monsieur Florent. On va passer à la question suivante. Donc, c'est une question qui vient de Info Ligéros, donc je pense que c'est à moi de la lire. À quoi joue la Turquie en déplaçant des Kurdes d'Idlib et Homs vers le Karabakh? Alors ça, c'est une information que je n'avais pas du tout. Oui, enfin bon, la technique générale de l'Empire ottoman, c'est toujours de déplacer des populations et de les mettre à d'autres endroits. Ça, je ne pense pas que ça te surprenne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pareil, en territoire occupé à Chypre, eh bien, ils envoient des gens du pont, des pontiques et des lazes. Donc ça, c'est une technique habituelle pour dire en fait qu'on a des gens dans le coin qui sont déracinés. Donc, ils n'ont pas besoin d'attache. À partir du moment où ils n'ont pas besoin d'attache, si on leur dit on vous donne un peu d'argent, vous restez dans le coin, et ben, ils restent dans le coin. Après, quand on leur donnera un peu d'argent, ben, ils partiront du coin. Ça, c'est de la population, disons, de la masse passive.
La Turquie le fait souvent parce que quand elle ne veut pas y aller elle-même, elle va donner un morceau de population auquel elle n'a pas vraiment un attachement, parce qu'évidemment, sinon les Turcs diraient, mais comment vous avez fait pour envoyer des Turcs là-bas? Parce qu'il serait un problème d'intégrité. Donc là, c'est quelque chose de classique. Donc, ce n'est pas qu'elle joue, c'est habituel. La Turquie, quand elle est en train d'occuper une partie ou elle vise d'occuper, elle envoie toujours une population qu'elle sous-estime par rapport au Turc normal. Il y a le Turc normal, qui est le vrai Turc, on va dire, d'Ankara. Même le Turc de Constantinople, il est considéré comme biaisé. Et ensuite, quand ils ont des problèmes, eh bien, ils envoient pour occuper le terrain du point de vue de la masse. Mais ça, en fait, ça ne change absolument rien pour nous, parce que de toute façon, que ce soit des Turcs ou des Azéris, c'est la même chose. L'important, c'est de pouvoir prouver, et ça, on peut le faire, qu'on est bien dans notre terre, qu'on a bien des monuments, des églises, des points de référence qui ne sont pas des choses qui datent simplement d'il y a une dizaine d'années. Parce que, attention, le vocabulaire qui est utilisé, et ça rejoint un peu la question, le vocabulaire qui est utilisé par les Azéris, c'est qu'ils appellent les Arméniens des colons. Et vous savez pourquoi ils font ça? Pour faire un rapprochement avec les problèmes avec la Palestine et les colons juifs. En disant en fait que c'est faux. Il ne faut pas qu'ils soient là. Alors, ils évitent de dire les chrétiens, mais ils disent les colons. Eh bien, c'est à nous de prouver que l'arménité ne peut pas être des colons à un endroit où elle a toujours vécu. Voilà, donc c'est facile à répondre. Ok. Il faut des connaissances aussi culturelles, évidemment. Merci pour la question qui provenait de Stéphane. Il y a quelqu'un qui a demandé la parole par un autre billet en levant la main. Je vais lui laisser la parole. C'est Madame Isabelle Avétician qui avait levé la main, si vous voulez prendre la parole. Bon, oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Et même on vous voit. Eh bien, tant mieux. C'est plus agréable. Déjà, merci de me donner la parole et merci, Nikos, pour toute la présentation. Très technique, on a appris énormément de choses. J'ai deux questions. Oui. Une qui revient sur la signature du cessez-le-feu et une deuxième plus sur le rôle de la diaspora. La première, il y a du coup le jeune homme qui a pris la parole juste avant, qui a commencé du coup à balayer certaines questions, mais c'est vraiment très naïf. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'échappe. On est d'accord que ce cessez-le-feu n'est pas un accord de paix, mais c'est quand même un document qui a été signé et qui pose tout de même des jalons pour faire avancer les choses. Donc, tout bêtement, c'est… Non. Alors, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On va déjà régler ce problème. Comme ça, vous verrez que votre morale ira mieux. Un cessez-le-feu, ce n'est pas pour aller plus loin, c'est pour arrêter où on était. Un cessez-le-feu, du point de vue technique, c'est un arrêt de ce qui se passait. Ça ne donne absolument rien et c'est pour ça qu'en fait, vous verrez que dans le cessez-le-feu, il y a écrit « on s'arrête là où on est ». Donc, en fait, c'est un arrêt, un cessez-le-feu. Ensuite, il faudrait en fait que ça soit validé par un traité d'armistice. Et là, c'est vraiment là, parce qu'un cessez-le-feu n'est pas une fin de guerre. D'accord ? Nous, par exemple, quand on dit en France l'armistice du 11 novembre, et en fait, la fin, c'était avant. On signe l'armistice, mais le traité, souvenez-vous, on dit 11 novembre 1918, on est d'accord? Oui. Bon, ok. Mais le traité de Versailles date de 1919. Le traité de paix, c'est bien après. Alors, donc, ce que j'essaie de vous dire, et c'est pour aller dans votre sens, hein, c'est pour que ça soit encore plus important, c'est à partir du moment où on a cessez-le-feu et ensuite armistice, c'est à partir de là qu'on commence à travailler pour les négociations. Le cessez-le-feu, on ne travaille pas, on s'arrête. On gèle la situation, on dit, voilà, on s'arrête maintenant et on réfléchit. Quand on réfléchit, on passe ensuite aux négociations. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les Arméniens n'aient pas dans leur tête, c'est foutu, on a perdu et on va avoir en plus un traité de paix qui va nous être imposé. Non, c'est de dire que dans les négociations, tout est jouable et on peut gagner des guerres dans les négociations qu'on a perdues sur le terrain. Et là, en plus, c'est encore plus facile pour rejoindre donc la question précédente, c'est une décision à caractère politique.
Donc, ce n'est pas qu'on a eu des Arméniens d'Arménie qui sont morts, qu'on avait envoyés, qu'on a eu tellement de pertes pour que la population a dit « bon, bah, signez. » Non, ce n'est pas ça. C'était complètement politique. Et moi, je suis bien content que même dans la question, ça a été précisé que ce n'était pas accepté par tout le gouvernement. C'était une partie du gouvernement. Et bon, moi, je serais d'avis de dire « réveillez-vous, faites ce que vous voulez du point de vue politique, mais prenez une décision nationale. Ne donnez pas, c'est une erreur stratégique, de point de passage qui est écrit dans les deux sens, vous l'avez remarqué. Oui. Ça veut dire quoi? Si vous l'avez mis que dans un sens, ça veut dire que les Azéris, ils peuvent aller au Nakhitchevan. Si c'est dans les deux sens, ça veut dire que les Turcs peuvent venir en Azerbaïdjan. Et ça, c'est totalement différent. Alors, passons à la question de la diaspora. Oui. Selon vous, en fait, il y a aujourd'hui une multitude de combats à mener. Et selon vous, quels sont les combats prioritaires de la diaspora arménienne en France aujourd'hui? D'accord. Donc, c'est une question plus locale, on va dire. Alors, est-ce que ça se voit, ça? Alors, la diaspora, je le disais un peu en faisant de l'humour, je pense que Vanessa, qui me connaît, a apprécié. La diaspora, elle a un problème toujours technique, à savoir, est-ce qu'elle a le droit de faire quelque chose effectif? Souvent, on a des Arméniens d'Arménie qui nous disent « Bon, mais vous, dans la diaspora, vous faites votre truc, vous êtes dans des pays où il y a des démocraties, vous nous demandez de faire la même chose, vous rêvez. » Bon, mais la diaspora, maintenant, elle commence à avoir une influence réelle et avec cette situation, elle va être encore plus importante. Et moi, je vais vous donner un exemple très simple, comme ça vous servira de ligne. Vous vous rappelez quand l'Arménie a dit « ça serait bien que la Turquie entre dans l'Union européenne ». Vous vous rappelez ça? Vous êtes peut-être trop jeune, vous, mais en tout cas, ça s'est passé. Et à un moment, la diaspora a bien expliqué à l'État d'Arménie que c'est peut-être pas son affaire de s'occuper de ça. Et d'un seul coup, l'État d'Arménie, après 10 jours de grande réflexion, a dit « bon, bah, si l'Union européenne veut l'accepter, de toute façon, ça ne nous concerne pas ». Voilà. Donc, en fait, là, c'est pareil. Moi, je dis que si la diaspora dit de façon très claire que c'est absolument inadmissible de donner un corridor, on a un point d'achoppement en disant « d'accord, vous avez peut-être sauvé des gens, etc., il n'y a pas eu trop de morts, etc. Mais maintenant, on a un positionnement clair, on sait où sont les Russes, on sait ce qui est garanti, c'est ce que je disais à Chris. Pourquoi donner le corridor? En échange de quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné dans cette histoire en tant qu'Arménie d'Arménie? Donc, en fait, la diaspora qui, elle, s'occupe aussi bien des Arméniens d'Arménie que des Arméniens de l'Artsakh, elle a un droit de dire pourquoi vous allez accepter ça et de quel droit vous avez signé pour les autres. Parce que si vraiment les Arméniens ont le droit de signer pour l'Artsakh, ça serait assez drôle quand sans arrêt ils disent aux Arméniens de la diaspora « mais vous, ça ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas en Arménie ». Et alors, la question que je vais vous poser est peut-être un peu vicieuse, mais vous allez voir que ça va vous donner des idées. Les gens en Artsakh, ils ne seraient pas par hasard des Arméniens de la diaspora? C'est un bon point. Voilà. Vu sous cet angle, oui, bien sûr. On ne l'a peut-être jamais vu sous cet angle, mais moi je dis, s'ils ne sont pas dans un territoire arménien, ils sont dans un pays étranger, quelle est la différence entre un Arménien qui est en Azerbaïdjan et un Arménien qui est en France? Parce que si vraiment ils refusent, les Arméniens d'Arménie, nous donner un statut, moi je dis c'est très bien. Donc ça veut dire que vous pensez qu'ils sont vraiment en territoire azerbaïdjanais. Très bien. Alors s'ils sont en territoire azerbaïdjanais, ils ne sont pas des gens de la diaspora? Moi j'aurais bien voulu voir votre tête si les gens d'Arménie signaient quelque chose pour vous en France. Vous imaginez? Vous ne les imaginez même pas. Bah, non, pas du tout. Ben, c'est ce qu'ils ont fait en Artsakh. Hein. Vous voyez, par exemple, si on vous dit, d'ailleurs, ça réglera les problèmes d'Ovanès. Ovanès, tu vois, si les Arméniens d'Arménie disaient, ça serait bien que vous soyez tous unis, qu'il n'y ait plus qu'un seul groupe, etc., et arrêtez de faire des bêtises en France. Je voudrais bien voir ce qui va se passer. Et bien, le lendemain, on aura certainement une coalition des Arméniens de France en disant aux Arméniens d'Arménie, il faudrait peut-être arrêter votre truc. Hein, on n'est pas en Union soviétique, nous. Hein. Bon, alors, ce que j'essaie de dire,
si vous avez comme représentation mentale qu'un Arménien d'Artsakh, c'est un Arménien de la diaspora, c'est aussi à nous de les protéger. Voilà. Donc, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'un appareil étatique, via une volonté politique, dise « je laisse tomber les Arméniens d'Artsakh parce qu'ils risquent quelque chose ». C'est comme si on disait, par exemple, comme nous, on a des problèmes avec les gilets jaunes, eh bien, ça serait bien quand même que l'État français signe et que ça soit une interférence avec l'État arménien pour sauver les Arméniens de France. Ça a l'air de quoi, ça? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a deux choses, deux niveaux de points d'achoppement. Les Arméniens d'Artsakh, si ce n'est pas des Arméniens comme les gens d'Arménie, on ne peut pas signer pour eux. Un. Et maintenant, si je parle seulement de l'Arménie, je ne vois pas pourquoi l'Arménie, qui n'est pas entrée en guerre, qui n'a pas eu de défaite locale, se permet du point de vue politique de dire que ce sera bien qu'il y ait un corridor. Parce que ça va être quelque chose qui va rester. Et attention, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'Artsakh, on va le libérer, peut-être que le corridor, on ne pourra pas. Et ça, il faut bien se rendre compte qu'il y a une différence. D'accord? Parce que quand on parle de 150 000 personnes en Artsakh, ça sera totalement différent si les Turcs ils ont le droit de passage. Hein. Voilà. Complètement. Et du coup, je reviens un peu sur ma première question et après je vous laisse. Est-ce qu'on doit sous-entendre en fait sur la signature de ce cessez-le-feu, Oui. peut-être des transactions financières dont on n'a pas connaissance aujourd'hui? Non. On s'en fout, ça. Ça, je vais vous dire quelque chose de très simple. Chaque fois que les gens n'arrivent pas à analyser du point de vue stratégique un texte, ils disent certainement ils ont été payés. Vous savez, moi, ce qui me gêne sur le plan diplomatique, les gens, ils signent sans avoir à être payés parce qu'ils pensent que c'est juste. Vous savez, ça, c'est les pires. Les gens qui ont signé parce qu'ils ont été payés, moi, je les adore. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous payez plus cher, ils désignent. Alors que les gens qui pensent qu'ils ont fait quelque chose de bien, eux, ils ne changent pas d'avis jusqu'à ce qu'on leur dise ce serait bien que vous soyez allé plus loin quand même. Hein. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On leur remonte. Et puis après tout, s'ils veulent vraiment faire un corridor, ce serait bien qu'ils prennent le corridor le premier et puis qu'ils nous laissent tranquilles en territoire arménien. Voilà. Merci. De rien. Merci Isabelle Avétissia. On va passer à la question suivante. Alors, il y a des personnes du coup, qui ont déjà posé des questions, qui ont reposé des questions. Je vais passer d'abord aux personnes qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, Lilith Akopéan. Ne t'inquiète pas, on est dans le cadre de la demi-heure de questions. Oui. Donc, alors, on va continuer avec Lilith Akopéan. Si tu peux activer ton micro. Bonsoir à tous. Voilà, Lilith. C'est tout bon, normalement. C'est tout bon. Vous m'entendez? On ne la voit pas, mais on l'entend. On t'entend, Lilith. Très bien. Alors, Monsieur Ligaros, j'aimerais à mon tour vous remercier. C'est gentil. Vous avez soulevé plusieurs points dont les enjeux ne sont pas forcément à la portée de tous, moi y compris. Alors, moi, ma question porte sur la diaspora. En fait, aujourd'hui, on a un problème au sein de la diaspora. Nous ne sommes pas unanimes. Comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, certains sont beaucoup plus axés sur les enjeux politiques internes, pendant que d'autres pensent à la nation arménienne en tant que telle. C'est vrai. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour éveiller les esprits et faire combat commun pour la nation arménienne et qu'on cesse de vouer un culte à une personnalité et qu'on place vraiment la question de la nation arménienne là où elle devrait être, c'est-à-dire au centre même de nos préoccupations. On est sur la même longueur d'onde, mais moi je pense que la priorité maintenant, c'est si la diaspora, celle qui vraiment pense du point de vue nation, s'occupe d'aider, de soutenir et de libérer l'Artsakh, l'autre diaspora qui ne fait rien finira par coller sur l'autre, parce que vous savez, quand on réussit un truc, après on a d'autres qui disent bah, « nous, on était toujours avec vous ». Donc, il ne faut pas essayer de recoller les morceaux avec des gens qui ne feront rien au niveau de la nation. Il faut au contraire leur montrer qu'on peut y arriver, on peut faire des négociations, qu'on peut gagner sur le plan stratégique. Et là, d'un seul coup, vous allez voir l'élite, ils vont tous vous aimer, ils vont tous venir avec vous et ils diront à tous les autres, mais nous, on a toujours été avec l'élite.
Et ce qui est important… Alors, la question, c'est pas forcément de se faire apprécier ou de se faire aimer, mais vraiment, voilà, de créer un combat commun, en fait. Il faut que vous, après, vous dites, mais oui, bien sûr, et pareil pour Ovanes, qui dit, oui, bien sûr, ils ont toujours été avec nous. Nous, on est prêts à certifier ça. On peut même donner ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous perdez du temps et si vous gaspillez du temps à essayer de convaincre des gens qui ne réfléchissent que du point de vue partisan et politique, vous n'obtiendrez aucun résultat. Par contre, si vous arrivez à défendre la nation arménienne, l'arménité, comme vous allez le réussir, après les autres ils viendront et diront bah, nous aussi on participait à ça. Donc aujourd'hui, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, je suis désolée pour les personnes qui ont des questions, juste je finis avec cette dernière question. Donc vraiment pour vous, ce qui est central aujourd'hui, c'est la question du Nakhichevan et le corridor qui passe par l'Arménie. Aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'on devrait vraiment se concentrer sur ça en diaspora? Il faut se concentrer. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut se concentrer là-dessus parce qu'en fait, c'est un point technique et vraiment étatique. Et donc, en fait, là, il n'y a aucune excuse de la part de la décision politique parce qu'on n'a aucune pression militaire qui concerne l'Arménie proprement dite, je parle de l'État. Donc, il faudrait dire, par exemple, dans un premier temps, dire c'est très bien que c'est le feu, mais nous, on ne veut pas le dernier paragraphe. Et je voudrais bien voir leur tête. Voilà, donc ça donne un point de départ. Très bien. Merci beaucoup. Qui soit clair. Voilà. Ben, merci Lily. Très bien, merci. Merci Lily. Alors, on va passer à la question suivante. On a même eu un cri de Léna, je pense que c'est dans l'autre sens, ça va. Eh bien, moi, j'aime bien ça, j'aime bien. Je sens qu'on est comme en Grèce. Alors, une question de Infoligérant. Ah, c'est Hélène Melconian, Zoniva. Si jamais vous voulez prendre la parole ou vous voulez que je dise vos questions. Pas de questions. En fait, ce qui me préoccupait a été plus ou moins abordé déjà, mais je voulais quand même savoir, Nikos, qu'est-ce qui va faire que la situation évolue vraiment à un moment donné, quand, comment ça va se passer, qui va le décider? C'est très simple. À partir du moment où on n'exerce pas de pression, eh bien, il n'y a pas de changement. Donc, en fait, quand on a quelque chose qui tombe, ça tombe. Par contre, si on exerce une pression à un endroit qui est bien précis, ce qui permet, par exemple, si vous faites sur un seul point sur une vitre, eh bien, elle pète la vitre. Et là, il faut prendre des points très précis. Par exemple, il ne faut pas partir de Souchi. Il ne faut pas partir du Kelbajar. Il faut faire une pression pour le corridor. Il faut agir sur le plan politique au niveau du Premier ministre. Il faut s'appuyer sur le gouvernement qui n'est pas d'accord, faire entrer l'opposition en disant si l'opposition, une partie du gouvernement n'est pas d'accord, que fait le Parlement? Eh bien, le Parlement, il faut qu'il la valide. S'il ne la valide pas, il pourrait très bien faire un amendement et dire sur certains points, je ne suis pas d'accord. Eh bien, sur certains points, on n'est pas d'accord. Un des points fondamentaux, c'est le corridor. Le corridor, il n'est jamais apparu dans n'importe quelle autre négociation. C'est quelque chose qui est nouveau. Si on ne l'arrête pas maintenant, ça va rester. Ce qui veut dire que dans le cadre des négociations, imagine, dans les négociations, ils ne vont plus demander un corridor, mais ils vont demander, par exemple, la partie sud de l'Arménie qui est en contact avec la zone frontière de l'Iran. En disant, bah, c'est quand même mieux, parce que de toute façon, c'est entre musulmans. Mais qui va prendre ces choses-là en main? Comment ça va se faire? Mais des gens comme les gens qui participent ici, il y en a d'autres qui sont en Arménie, on a plein de contacts de ce genre. Les gens, à partir du moment où ils ont des idées, à partir du moment où on leur dit, par exemple, que quelqu'un en Artsakh, ça peut être un Arménien de la diaspora, ils réfléchissent différemment. Ce qu'il faut, c'est avoir d'abord des idées. Les premiers territoires occupés, Hélène, Jovina, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Le cerveau, il ne trouve pas de solution quand il est en territoire occupé dans sa tête. Si maintenant on le libère et on lui dit « Attention, ce n'est pas un traité de paix, ce n'est pas un armistice, on peut négocier, on peut demander certains points », d'un seul coup, il y en a qui disent bah, « Enfin, on va pouvoir faire quelque chose de concret ».
Si c'est simplement pour gueuler et dire c'est pas bien, on ne sait pas où placer la pression. La pression, on doit savoir où il faut la placer. Si elle est placée correctement, ça change les enjeux. Et de toute façon, de tout ce que j'ai dit, tu as bien remarqué, il n'y a rien qui remet en cause la présence des Russes. Simplement, je veux au contraire la valoriser. Alors que nous, on dirait, par exemple, bon, ben alors, est-ce que c'est mieux qu'ils soient là et qu'ils ne soient pas là? Je m'en fous, à partir du moment où ils sont là, ils sont là. Mais à partir du moment où ils se font là, ça veut dire que les autres, ils ne peuvent pas bombarder n'importe où. Oui, oui. Et donc, il ne faut pas ensuite me dire que c'est encore une ville otage. C'est fini, les otages. Donc maintenant, il faut décider de ce qu'on fait sur le plan pratique. Donc c'est pour ça que je disais à Lilith ou aux autres précédemment, il faut prendre des points stratégiques, les définir, et à partir de ce moment-là, taper dessus. Et vous tapez dessus sur le même endroit. Donc je reprécise pour ceux qui ne savent pas, même une muraille, la plus costaud des murailles, ne résiste pas à un canon qui pointe toujours au même point. Un canon qui vise à peu près n'importe où, elle résiste tout le temps. Et ça, pour moi, c'est le problème de la diaspora. Si la diaspora tape une fois sur le Premier ministre, une fois sur l'autre, ça ne sert à rien, ça. Il faut taper de façon concentrique et juste sur un point. Pourquoi le corridor? À quel endroit ça a été écrit ça? Est-ce qu'il y a quelque chose des Nations Unies qui nous force à le faire? Non, alors on ne l'en veut pas. Et on insiste. Voilà. Merci, mon ami. De rien, avec plaisir, tu sais bien. Merci, madame. Alors, Vanessa, on est bon dans la demi-heure, on est bon, on est toujours bon. Ah non, là, normalement, c'est vers la fin. Je suis en train de regarder. C'est vers la fin. Encore 29 minutes et après, on sera le jour suivant. On est toujours 67, ça va? À moins que vous voulez peut-être qu'on arrête maintenant ou qu'on, comme M. Géros, ou on continue sur notre lancée. Moi, je peux rester des heures. Non, ce que j'essaie de dire. On est toujours 67, donc peut-être qu'on va terminer. Il nous reste quelques questions. Tu vois, Hélène, que s'il y avait, par exemple, des gens comme Ovanes… Zovinard. Voilà. Tu vois, Hélène, tu vois, Zovinard, que s'il y avait des gens… Tu écris Hélène Melcognan devant ton truc, c'est moi? Mais oui, parce que c'est l'adresse email. Ça, c'est des J'en ai une autre avec Jovinal aussi. Très bien, très bien. C'est un Gmail. Je dis simplement, c'est mieux les Gmail. Alors, je dis simplement que si on avait Ovanes dans les négociations, c'est bien, on n'aurait pas encore fait le cessez-le-feu. Hein. Parce que quand il dit qu'on va faire simplement une demi-heure d'une discussion, on voit bien, il fait 10 jours. Allez, on va continuer, on est là, je suis avec toi. Alors, donc, on a une remarque de Steph qui disait qu'il y avait déjà un corridor Azerbaïdjan-Nakhitchevan. Il ne me semble pas. Non. Là, elle se trompe. Ok. En fait, c'est simplement que là, on veut vraiment l'institutionnaliser et le voir dans les deux sens. Et il faut vraiment éviter ça parce qu'il y a une différence entre permettre des exceptions, donc je réponds à Steph, il y a une différence entre permettre des exceptions et entre avoir un corridor ouvert dans les deux sens avec des Russes sur place qui vérifient l'intégrité du corridor. Ça veut dire qu'en fait, tu as perdu une petite partie de ta suprématie arménienne. Parce que tant que c'est des Russes, attention, on est d'accord, hein, tant que c'est des Russes qui sont en Azerbaïdjan, c'est l'Azerbaïdjan qui a perdu une partie de sa suprématie. Maintenant, si tu mets des Russes dans l'Arménie, ça veut dire que l'Arménie, elle n'est pas garante de son territoire. Normalement, si on accepte ça, on pourrait dire, eh ben nous, on les laissera passer de toute manière. Pourquoi il faut qu'il y ait des Russes qui soient dans ce corridor? Ça, c'est une étape encore. Donc, en fait, tu pourras répondre à Steph, demande-lui, est-ce qu'elle pense qu'il y a des Russes dans le coin? Parce que c'est maintenant qu'il le demande. C'est différent. C'est un autre niveau, ça. Parce qu'après, on demande, vous savez, hein, c'est ça, après on demande ça, après on demande ça. Donc là, en fait, c'est un passage exceptionnel. Ensuite, c'est un vrai corridor avec une force internationale. Et ensuite, c'est, vous ne pouvez pas nous filer une petite partie comme ça qu'on passe. Ouais. Voilà. Alors, vas-y, Ovanes. Ok, alors on continue. Bon, il y a Nelly Caprélian qui voulait rentrer en contact avec Chris par rapport à son départ pour Stepanakert. Vous pouvez envoyer un email à l'email où vous avez réservé pour la conférence. Vous me demandez, je vous passerai son contact pour passer sûrement de l'aide humanitaire, etc. D'ailleurs, elle peut l'accompagner, hein, parce qu'apparemment, il sera tout seul avec un seul. Ils peuvent être à 3 ou 4. Hein.
Ils se débrouilleront pour ça entre eux. Alors, on va continuer. À une dame, un cavalier. D'ailleurs, Monsieur Paladian, qui avait une question. Oui. Donc, s'il veut allumer son micro, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, Monsieur Paladian. Oui, vous m'entendez? Très bien, on vous laisse la parole. Alors, ma question, c'est en deux parties. Comment voyez-vous la présence de la Russie? A-t-elle prévu de rester à long terme dans la région, donc de la Sarre? Ah, c'est facile, c'est facile. Je réponds d'abord à ça. Indéfiniment. Ok. Elle a prévu de construire une base militaire ou bien de rester en interposition comme elle est actuellement? Mais elle n'a même pas. D'abord, sur le plan stratégique, ce n'est pas un très bon point de vue. Sur le plan stratégique, à partir du moment où elle a accès à la frontière avec la Turquie, c'est bien mieux d'être là-bas. Là, en fait, elle est en territoire stable. Et en fait, ce n'est pas les Azéris qui vont lui poser un problème. Donc, en fait, là, c'est vraiment une présence physique sur l'ensemble du territoire. Et elle n'a pas besoin de mettre une base militaire parce qu'une base militaire, on est trop éloigné de pas mal de choses. Par contre, si elle a accès au corridor avec la zone frontière avec la Perse, là, c'est intéressant. D'accord. On n'a pas besoin d'une base militaire pour le moment. D'accord. Ok, merci pour ça. Et la deuxième partie, oui. Comment voyez-vous la situation à long terme militairement, risque d'un nouveau conflit? D'abord, moi, ça me plaît que vous disiez le risque d'un nouveau conflit parce que c'est une belle torgnole au défaitisme. Parce que s'il y en a qui pensent que c'est la fin, comment ça pourrait être la fin avec un autre conflit? Alors, un autre conflit, si vous voulez savoir, oui, il y en aura. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour libérer ces territoires. Oui. Donc, en fait, moi, ce n'est pas ça qui me problématise. C'est notre position de dire, bon, bah, c'est fini, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut analyser. Et puis, si vraiment vous avez un problème de dépression, il faut prendre des antidépresseurs. Hein, sinon, vous écoutez plus souvent Nikos et puis c'est tout. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vous dire de façon concrète que ce conflit n'est pas définitif, que la présence des Russes doit être valorisée pour pouvoir se mettre dans un autre positionnement et dire de façon claire qu'il n'y a aucune raison de laisser tomber l'arménité dans le coin. Donc, à ce moment où on n'abandonne pas son terrain, vu les tendances des Azéris, les Azéris, de toute façon, feront encore une pression pour aller reprendre encore un bout. Et en fait, ça n'aura jamais de fin jusqu'à qu'ils éliminent tout l'Artsakh. Donc, nous, de notre côté, il faut nous dire qu'il faut faire. Mais la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Si on libère les territoires, vous allez encore mettre des décennies pour reconnaître l'Artsakh? J'ai pas entendu la fin. Je dis, si on libère à nouveau les territoires, l'Arménie va encore mettre des décennies pour le reconnaître? Oui, bah oui, c'est la question. Ah, ben voilà. Hein. Moi, je peux faire la stratégie, je ne peux pas faire l'État. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on soit sûr, en tant qu'Arménien, de dire il faudrait qu'on soit unis, il faudrait qu'on soit vraiment un État-nation et qu'il faut arrêter, comme le disait très bien, de façon très diplomatique Rafi, du genre, il ne faudrait pas qu'on nous accuse d'être provocateurs. Bon, ça fait des décennies qu'on le vit ça. Moi, je n'ai jamais vu des Arméniens provocateurs. Par contre, des Azéris, j'en ai vu, des Turcs, j'en ai vu. Donc, ce n'est pas parce qu'en fait, on va libérer un terrain qu'on va devenir provocateur. Il ne faut pas s'inquiéter. Oui, je suis complètement d'accord. Alors, si on est d'accord, on continue. Merci pour cette conférence. Merci bien. Mais il faut dire merci à Ovanes, hein, parce que c'est lui. Hein. Si vous savez, les négociations qu'on a faites pour qu'on fasse les conférences, oh là là, il m'appelait tous les jours. Merci aux organisateurs. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je peux dire quelque chose en 3 mots, s'il vous plaît? Alors, on fait le tour de parole normalement, donc ce ne serait pas très juste pour les autres qui malheureusement n'ont pas eu la parole. Non, mais parce que c'est très important, mais moi je voulais juste dire quelque chose. Moi, je travaillerais, si j'étais un diplomate, je travaillerais sur une autonomie militaire indépendante, comme ce qui se passe en Palestine. Un État membre
qui ont réussi à obtenir, à être État membre observateur au sein de l'État d'Israël. On est dans cette configuration-là. On est dans un État reconnu, l'Azerbaïdjan, et nous, on réclame une autonomie. Non, mais vous vous trompez. Je suis bien content que vous ne fassiez pas partie des diplomates parce que je vais vous dire, la Palestine, c'est déjà en fait un État observateur au niveau des Nations Unies. Et donc, en fait, il faut bien se rendre compte que la Palestine, même avec l'accord de l'État d'Israël, va devenir un État normal, sans aucun aspect d'autonomie. Ça va être un État normal. C'est simplement une question de temps. Parce que même en Israël, ils comprennent que ça doit être fait. Et si vous voulez, je peux vous dire un détail. La ZEE de la Palestine, qui considère en fait que c'est relié à la bande de Gaza, aucun des Israéliens et aucun des Égyptiens ne va dans cette bande de zone économique exclusive. Par contre, alors que ce n'est encore pas un État. Alors, ça veut dire qu'en fait quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore accepté l'aspect État, mais ça va se faire, et ils acceptent déjà les droits au niveau de la zone économique donc exclusive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre exemple, ça ne risque pas d'être accepté par les Azéris parce qu'ils savent très bien que ça va conduire à un État normal. Et moi, je considère que c'est une erreur technique de faire un État comme l'Artsakh tout seul n'est pas viable. Un État uni avec l'Arménie est viable et c'est un État-nation. Donc, en fait, on a une configuration diachronique, on peut le renforcer, on peut le prouver du point de vue de la civilisation et ce n'est pas une entité fantoche qui existerait dans le coin et on dirait, bon, ben, il faudrait accepter. Non, non, non. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut d'abord faire la reconnaissance, comme le disait Rafi pour le problème du référendum. Il faut bien essayer de valoriser les points en disant, finalement, ils n'ont pas dit que tout ça, c'est les Azéris. Donc, en fait, il faut prendre ce morceau, l'exploiter pour pouvoir aller dans un sens et après avoir vraiment une unité, parce que c'était une erreur stratégique et on le voit dans ce cessez-le-feu. On a une erreur stratégique parce que si l'État avait été uni, donc la Russie elle serait obligée de protéger l'ensemble de l'Arménie et pas une partie. Alors que là, elle n'avait aucune obligation puisque l'Arménie elle-même ne reconnaissait même pas l'entité d'Artsakh. Merci. Comment elle aurait pu imposer à la Russie de défendre une entité qu'elle ne reconnaissait même pas? Par contre, apparemment, elle la reconnaissait suffisamment pour signer à sa place. Eh bien, ça, elle n'avait pas besoin de le faire. Hein. Merci, Nikos. Merci. Merci. Alors, pour la question, monsieur, la prochaine fois, si vous pouvez respecter le tour de parole que tout le monde a respecté jusqu'à présent. Alors, on est ensemble depuis plus de 2h30. Je pense que pour certains d'entre nous, les cerveaux commencent à décrocher, peut-être. Donc, j'aimerais pouvoir faire une dernière question, toujours dans l'ordre dans l'ordre de tour de parole. Oui. Donc, la dernière question, pour toutes les personnes qui sont sûrement déçues de ne pas pouvoir poser leurs questions, on verra avec M. Ligéros si on peut réorganiser un nouveau direct dans les semaines à venir. On va le renégocier. Ok, on va renégocier ça durement, se mettre à la table de négociation. Et alors, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse mail donc, avec laquelle vous avez réservé action.amla@gmail.com. Donc, vous nous envoyez toutes vos questions. On les transmettra à M. Ligéros et puis on va essayer de mettre en place un direct dans les semaines à venir, un nouveau direct. Donc, il y a la dernière question qui vient comme ça arrive. C'était M. Nicolas Avétician. S'il peut allumer son micro, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Nicolas. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Alors, bonjour Monsieur Ligéros. Merci pour cette conférence et merci au Vanès surtout. Hein. Ah oui. Alors, moi, je voulais savoir, on a vu que Nicole Pachinian il a signé cet accord. Oui. Et au vu de ces dernières déclarations, que ce soit au Parlement, face à ses détracteurs ou à la télé, il semble vouloir le mettre totalement en application, même s'il n'a pas mentionné tous les points. On a aussi vu que son parti, MyStep, l'a soutenu dans une déclaration
sans non plus parler des points comme le Nakhichevan ou la route, tout ça. Donc, moi, je voulais savoir comment on fait si notre chef d'État et le parti majoritaire au Parlement ne veulent pas remédier aux points qui nous gênent, nous, ici, et qu'on a discuté. Comment on fait si, au final, ils ne veulent pas apporter de solution, ils acceptent ça? D'abord, il faut informer la population qui a ce point. Il faut bien préciser, parce que moi, je suis sûr que la population, dans son ensemble, ne connaît pas les points précisément du cessez-le-feu. Premièrement. Deuxièmement, la population, elle a tendance à considérer que c'est un traité, donc c'est fini. Donc, en fait, il n'y a rien à faire. C'est faux. Donc maintenant, moi, par exemple, pour répondre donc à Nicolas, moi, je voudrais bien savoir quelle est l'équipe qui va être dans la négociation pour le traité. Il va y avoir que des gens qui ont signé ou il y aura vraiment des gens du Parlement? Parce que s'il y a vraiment que des gens qui ont signé, c'est très simple, il faut les changer. S'il y a vraiment de l'ensemble du Parlement, il y aura un groupe parlementaire qui sera dans la négociation et on aura des spécialistes et évidemment, attention, et évidemment une représentation par l'ARSAC. Parce que si tout ça se fait sans l'ARSAC, moi je suis contre de toute manière. Hein. Alors, donc je dis simplement qu'il faut informer, ça c'est à vous de jouer, et je pense que Vanessa, c'était son but. Il faut vraiment avoir le traité. Le traité, je vous dis que l'original est seulement en russe. Moi, ça me fait plaisir que des gens l'aient traduit en anglais et en français. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont en arménien, mais moi, je ne suis pas sûr encore, donc il faut le voir. Si c'est en arménien, il faut le diffuser. Vous avez vos listes, diffusez tous les points, et quand vous avez vos amis qui sont sur place, les informer sur l'ensemble des points et dire quelle est la position sur chaque point. Parce que moi, je ne dis pas que, par exemple, l'échange de prisonniers ne doit pas être fait. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas non plus que le retour ne doit pas être fait. Le problème, c'est être précis sur quel point on est d'accord ou pas d'accord. La question, par exemple, comment ça se fait qu'on a un décalage du retour de quel bazar? Est-ce que ça a été demandé? Ça n'a pas été demandé par les Arméniens, ça a été fait par les Azéris. Ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire qu'on a, un changement dans un texte qui était soi-disant définitif. Hein. Donc, ça veut dire qu'on avait déjà un décalage. Moi, je dis le décalage, il faut gagner du temps, c'est très bien. Il n'y a pas de raison non plus de virer de force des Arméniens qui veulent rester sur place en disant, ben voilà, moi, j'ai rien d'autre. Je veux rester là. Qu'est-ce que ça va faire? On va m'éliminer, qu'est-ce qui va se passer? Donc, et il faut bien se rendre compte aussi qu'il faut arrêter la technique de l'otage au niveau de Stepanakert. Maintenant, il y a les Russes sur place, il y a les Russes à Souchi. Donc, on négocie de façon calme. Donc, de façon calme, il y a des points, on ne les veut pas. Pourquoi ils ont été signés et pourquoi on a signé de la part des Arsaki? Il faut vraiment clarifier cette position. Maintenant, s'il y en a qui veulent l'utiliser sur le plan politique, moi, je m'en fiche du plan politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nation. C'est inadmissible qu'un État-nation dépende d'une position politique. C'est-à-dire que si ça avait été quelqu'un d'autre, il n'aurait pas signé, c'est ça? Parce que c'est ça qu'il faut être clair. Donc, après le moment, je pense que tous là, on est tous ensemble, on est vraiment dans le cadre de l'État-nation. C'est un État-nation. Si c'est un État-nation, il faut le reconnaître. S'il faut le reconnaître, il faut être avec lui. S'il faut être avec lui, quand on fait des accords et des traités de protection, il faut protéger l'ensemble de la population et pas simplement une partie. Parce que dans les faits, qu'est-ce qui va se passer? Si vous réfléchissez bien, c'est comme si les Russes ils étaient à la frontière avec l'union de l'Artsakh avec l'Arménie, parce qu'ils sont à Souchi. Eh bien, pourquoi on n'aurait pas pu les mettre avant? On les a bien mis entre la Turquie et l'Arménie. Voilà. Eh bien, on n'avait qu'à les mettre en Karabakh, si c'était ça le problème. Parce que si on avait accepté la reconnaissance, on pourrait les mettre à la frontière. Mais comment les mettre à la frontière? Et comment ils pourraient aller eux-mêmes si nous-mêmes, on ne reconnaît même pas l'existence de l'autre? Donc ça, c'est des points qu'il faut avoir en tête. Et comme on va avoir le problème des négociations, il faut vraiment savoir qui va négocier. Quel est le groupe de négociateurs? Quelles sont les compétences? Quel est le point de vue? Qui sera participant? Est-ce que les Russes ils seront dans le cas d'un arbitrage ou ils seront en phase de coalition? Parce que ce soit clair, les Russes quand même, ils disent que c'est nos alliés officiellement, et c'est vrai, hein, au niveau de l'Arménie arménienne.
c'est l'Arménie arménienne qui signe ça? Est-ce que l'Arménie arménienne va signer un traité de paix sur une guerre qu'elle n'a pas faite? Ou est-ce qu'ils vont se contenter d'un cessez-le-feu en disant bon, bah, ça suffit? Et non. Si c'est un cessez-le-feu, ce n'est pas un traité. Et si c'est un traité, il faut caractériser qui signe le traité. Donc, si vous avez un ensemble de ce point de vue, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas accepter n'importe quoi. Donc, il faut être résistant. Les Arméniens sont résistants, mais il faut bien, c'est ce que je disais à mon ami Zovinar, il faut bien résister sur des points précis et pas résister comme ça, parce que sinon, c'est plus de la résistance, c'est de la réaction. C'est du genre, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Bon, là, il nous faut quelque chose de précis. À partir du moment où on a quelque chose de précis, par exemple, Ovanes, il a fait quelque chose de précis. Il a dit, on va faire une conférence. Il est vraiment dans son cadre. Hein. Il a dit, on va faire juste 1 heure et on va faire une demi-heure. Et ben, on a fait exactement ce qu'il voulait. Et maintenant, on se prépare à la 2e phase de négociation pour faire, et là, il va me dire, certainement, on va faire 3 heures et 4 heures de questions. Et on va faire ça sur 2 jours. C'est des bonnes négociations. Parce que ce que j'essaie de vous dire, et je l'ai proposé déjà à Ovanes, ça serait bien, et je le dis à vous tous là, mais je pense qu'il est d'accord, c'est bien de faire des formations sur le plan diplomatique, politique, stratégique, et pas d'un seul coup, chaque fois qu'il y a la guerre et qu'on est dans la merde, on se dit « Oh là là, mais je ne savais pas moi ça ». Ah oui, mais tu ne savais pas, mais tu as voulu savoir? Ou tu as voulu simplement danser? Ou tu as voulu simplement manger en disant « C'est traditionnel et moi je suis bien ». Tu vas rester avec ta tradition et l'ARSEC sera de l'autre côté. Non, il faut être combatif, mais il faut être combatif avec un cerveau qui se dit « Moi, je n'ai pas fini, je serai là ». Donc, Papik et Tatik, on n'a pas mis simplement le grand-père et la grand-mère. Hein. Il y a quand même le petit-fils aussi. Hein. Ovanes n'a pas l'âge de Papik, on est d'accord? Donc, en fait, il faut poursuivre et se dire « C'est bien de passer du temps, ok, en diaspora, c'est bien, on se fait plaisir, très bien. Mais organiser des choses, d'accord? Bon, je vois par exemple Hélène qui est dans la musique. Vous avez pensé à organiser des concerts, même via Internet, qui parlent de ça? Vous avez commencé à faire des trucs, des chants patriotiques. On en a plein de chants patriotiques, non? Bon, moi, je suis allé à simplement un baptême en Artsakh et ils m'ont fait écouter des chants patriotiques. Je dis, mais vous êtes sûr que c'est vraiment adapté? Elle me dit, c'est comme ça, nous. Bon, d'accord. Et ben après, on a mangé le barbecue. Donc, je veux dire, bon, évidemment, je ne demande pas à Ovanes d'organiser un barbecue, mais quand tu sais, Ovanes, si on fait vraiment 3 heures et 4 heures la réponse, tu pourrais faire un barbecue, ça serait quand même assez militant. Un barbecue arsaki, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être motivé, il faut être sûr, il faut être au combat, et après vous dire que les gens qui signent n'importe quoi, on les emmerde. D'accord? On n'est pas là pour accepter n'importe quoi. Parce que je vous signale quand même à tous, parce qu'il y a quand même pas mal de Français, des gens qui vivent en France, eh bien, si on faisait pareil avec les nazis, on a bien signé, non? On était bien avec le gouvernement de Vichy, c'était un vrai gouvernement, ce n'était pas quelque chose qui était factice. Eh bien, ils ont été bien d'accord. Et attention, le maréchal Pétain, c'était même un héros de guerre. Alors, il y en a plein qui ont dit, bon, ben, puisqu'un héros signe, d'accord. Eh bien, moi, je trouve que c'est quand même très bien ce qu'il a fait le 18 juin, l'autre. Il a fait un appel à la radio. Ovanes, tu n'as pas accès à la radio? Faites un appel à la radio et dire, mais non, mais nous, on continue. On n'accepte pas de se rendre comme ça. Ça serait quand même beau, comme elles disaient les jeunes filles, là, ça serait beau de recevoir des messages de la diaspora en disant, ce n'est pas fini. C'est quand même simple, ça, d'enregistrer, non? Dans toutes les langues que vous voulez. L'appel du général de Gaulle, est-ce que vous avez conscience combien il y avait peu de personnes qui l'ont entendu ce 18 juin? Eh bien, ceux qui l'ont entendu suffisaient pour changer les autres. Alors maintenant, on dit qu'on est tous de Gaulle. Évidemment, quand on a gagné, on est tous de Gaulle. C'est ce que je disais à l'élite. Une fois qu'il a gagné, évidemment, on est tous gaullistes. Mais quand même, pendant l'occupation, on n'était pas super gaullistes, hein, quand même. Alors, donc, reprenez-vous, pensez que les gens azéris, ils ne sont pas chez eux. Ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur église, ce n'est pas leur monument. Ce n'est pas quand même à nous de les donner. Voilà. Donc, en vue des négociations, nous, entre-temps, eh ben, je pense qu'on aura fait une autre rencontre. Alors, n'hésitez pas à avoir des idées. Dites-le à Ovanes.
faites une pression sur lui, d'accord? Et lui dites, voilà, tu n'as pas fait un truc de barbecue, pourquoi tu n'en as pas fait? Pourquoi tu n'as pas organisé quelque chose qui soit un appel à tout le monde? Pourquoi tu n'as pas organisé un concert? Pourquoi tu n'as pas mis des chants patriotiques? Il ne nous a même pas mis un chant patriotique. Allez, je suis content parce qu'il a mis le drapeau arménien. Je n'ai pas vu le drapeau de Artsakh, mais bon, la prochaine fois, ça sera non négociable. S'il n'y a pas le drapeau de Artsakh, on ne fait pas de conférence. Hein, donc, tu te débrouilles pour le trouver. Voilà, c'est tout. Bon, ça m'a fait plaisir de vous entendre tous. Ovanès me disait des bêtises du genre on serait 2 ou 3. Finalement, on était un peu plus. Non, c'est pour rire. Donc, encore bravo à Ovanès parce que d'abord, il me supporte, ce qui est déjà quand même un gros bravo. Ensuite, il ne savait même pas ce que j'allais dire. Deuxième bravo, parce que j'aurais pu dire exactement le contraire de ce qu'il pense. Ce n'est même pas sûr que j'ai tout dit ce qu'il pensait. Mais ce qui est important, enfin, il n'y a que des gens comme Rafi ou je ne sais pas quoi qui sont un peu comme moi, genre, bon, on va le laisser parler, de toute façon, il va dire ce qu'on veut, donc c'est bien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, parce qu'on a encore 5 minutes, parce que si on dépasse les 5 minutes, on aura fait la conférence sur 2 journées, et ça, il va l'utiliser Ovanès pour me faire une conférence sur 3 jours la prochaine fois. Donc, encore merci pour ces actions militantes patriotes. Hein. Pense à nous mettre de la musique la prochaine fois, pour comme ça, on se mette... qu'on se rappelle des choses bien pour voir la suite. Merci à tous. Merci. Merci à vous d'avoir suivi la conférence. Bonne soirée. À très bientôt. Allez, Chatelav. Merci beaucoup.